Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Nous vous avons compris, François Hollande et Nicolas Sarkozy lancent le même message aux électeurs du Front National, mais leurs stratégies divergent, tandis que le président candidat leur parle immigration, frontières et identité notamment. Le candidat socialiste privilégie les questions sociales, l'emploi et l'industrie, mais quel que soit leur discours, les électeurs du FN sont au centre de toutes les convoitises. Notre invité politique ce soir sur ce sujet et d'autres, le conseiller spécial et plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud dans un instant. La bataille du 1er mai est lancée. En appelant à un grand rassemblement pour fêter le vrai travail, Nicolas Sarkozy a provoqué l'ire des syndicats et de la gauche qui y voit une provocation. Le Parti socialiste prévient ce soir qu'il manifestera aux côtés des travailleurs dans les défilés des organisations syndicales. Le 1er mai s'annonce chaud, très très chaud. Les deux finalistes du premier tour se battent pour la même place le 6 mai. Mais le 7 mai, le lendemain, le président de la République élu va devoir affronter une montagne de problèmes et répondre à de nombreuses attentes en France. Le tout dans une Europe loin d'avoir digéré la crise. Au contraire, l'Espagne, les Pays-Bas et la Grèce font face à des situations inquiétantes. Au menu, austérité, crise de la dette et instabilité politique. Analyse à suivre ce soir de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Sur les 6 400 000 électeurs qui ont voté Marine Le Pen, une partie vient de la gauche, fait valoir François Hollande. Le candidat socialiste s'est rendu aujourd'hui dans l'Aisne où Marine Le Pen est arrivée en deuxième position. Juste derrière lui, à son programme, une usine à Hirson qui a perdu beaucoup d'emplois industriels et un meeting suivi pour nous par Fabrice Cunet et Jérôme Rabier. C'est en train, dans ses habits désormais traditionnels de candidat normal, que François Hollande s'est rendu dans l'Aisne aujourd'hui. L'objectif, conquérir un électorat difficile, car s'il est arrivé en tête dans le département, il est talonné par le Front National. C'est à ces électeurs qu'il vient s'adresser. Faire que ces électeurs qui ont pu aller dans cette direction puissent comprendre que l'intérêt du pays, leur intérêt personnel, c'est de faire le changement. Beaucoup souhaitent le changement. À Hirson, parmi les gens qui l'attendent, des élus sont encore sous le choc du premier tour. Comme ce maire d'une commune de 300 habitants où une personne sur 4 a glissé un bulletin Front National dimanche. C'est la première fois qu'il y a autant de votes Le Pen dans un village où il n'y a pas de souci particulier. Il faut peut-être aussi essayer de les comprendre, de savoir pourquoi ils votent comme ça. Mais c'est pas simple. Florence est venue aujourd'hui voir François Hollande. C'est pourtant l'une de ses électrices séduites par le discours de Marine Le Pen au premier tour. Et elle a son explication à la poussée du Front National. Peut-être que les gens ne croient plus en la politique de gauche ou de droite et qu'ils se remettent sur le FN. C'est votre cas, vous? Oui. Vous croyez pas On a été déçus par Sarkozy, donc on attend de voir, peut-être que là on changera les choses. La visite d'une usine reprise par des anciens cadres et aujourd'hui subventionnée par la région socialiste est aussi l'occasion de s'adresser à l'électorat ouvrier et de s'approprier le thème du travail tout en taclant son adversaire. Et celui qui voudrait être le candidat du vrai travail, il a été le candidat du vrai chômage pendant 5 ans. Une journée qui présage des 12 jours de campagne qu'il reste à mener. François Hollande veut convaincre tous les électeurs, d'où qu'ils viennent, et s'affirmer comme le candidat du rassemblement. Et le président candidat déterminé à faire mentir les sondages poursuit sa campagne tambour battant. Il faut comprendre le vote Front National, a répété Nicolas Sarkozy, sans toutefois négliger les thèmes fétiches aux électeurs centristes comme la lutte contre les déficits. Mais l'arithmétique est têtue. S'il veut gagner, le président sortant doit impérativement attirer à lui la majorité des électeurs de Marine Le Pen, mais aussi de François Bayrou. Un véritable défi tant ces deux électorats sont différents. Les détails avec Elisa Bertholomé et Joachim Robb. Il est venu leur rendre visite chez eux, à Longjumeau. Nicolas Sarkozy à la rencontre de petits commerçants, souvent séduits par le vote Marine Le Pen. Objectif du candidat UMP, rassembler derrière sa candidature. Mais rassembler large, de l'extrême droite au centre. Un grand écart délicat, ou comment séduire les électeurs frontistes sans faire fuir les centristes. Les électeurs du Front National, ils méritent peut-être aussi de temps en temps qu'on les écoute. Eh bien, c'est à nous, surtout, à nous, les élus, les centristes, ceux qui appartiennent à des mouvements dits républicains, eh bien, d'aller comprendre ces Français et d'essayer d'apporter des réponses à leurs préoccupations. Leurs préoccupations, Nicolas Sarkozy y a répondu longuement lors de sa réunion publique. Réduction de l'immigration, droit de vote réservé aux Français, rappel des valeurs chrétiennes et même combat contre l'excision.
Autant d'engagements pris pour attirer les électeurs frontistes. Plus question de diaboliser Marine Le Pen. La République a reconnu sa candidature comme légitime dans le cadre des institutions de la République. Je dénie donc le droit de faire la leçon de morale à ceux qui ont porté leur suffrage sur une candidate qui avait le droit de se présenter. Pas de leçon de morale, mais un appel du pied très clair. Nicolas Sarkozy en est convaincu. C'est sur sa droite que se joue la victoire. Et puis justement, à l'UMP, des voix s'élèvent contre ce que l'on peut appeler la droitisation de la campagne. Soutien sans ambiguïté de Nicolas Sarkozy. Jean-Pierre Raffarin met néanmoins en avant les valeurs humanistes. Chantal Joanneau, qui sur Public Sénat a annoncé qu'elle voterait pour un député PS en cas de duel avec le Front National, s'est attiré les foudres de François Fillon. On voit tout cela avec Julien Cholin. Stupide et contre-productif. François Fillon n'a pas tardé à recadrer sévèrement son ancienne ministre. Hier soir, Chantal Joanneau appelait son parti à soutenir les candidats de gauche face au Front National en cas de duel PS-FN aux législatives. Ah ben moi, ma position, elle est très très claire. Moi, c'est pour les socialistes. D'accord. Voilà. Je devrais pas le dire comme ça, je sais que ça va râler, mais ma position, elle est très très claire. Ce matin, Claude Guéant jugeait lui aussi opportun d'appeler à battre le FN, mais plusieurs responsables de l'UMP ont jugé ce débat prématuré. Pour eux, la priorité, c'est le second tour de la présidentielle. Moi, pour le moment, le 6 mai. On gagne le 6 mai. Parce que si on gagne le 6 mai, on n'est pas du tout dans la même situation législative. On n'est pas dans la situation où le FN se rêve en triangulaire ou en duel, un peu partout. Et la prise de position de Chantal Joanneau tombe mal, au moment où Nicolas Sarkozy durcit son discours pour tenter d'attirer les voix du Front National. Alors, les critiques sur la droitisation de l'UMP ne passent pas. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est mobilisé sur la campagne des présidentielles et sur le deuxième tour de l'élection présidentielle avec deux candidats qui vont s'affronter, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et ce qu'on demande à Madame Joanneau, c'est de se mobiliser sur la campagne des présidentielles et sur le soutien à Nicolas Sarkozy. Ces prises de position sont à la fois stupides et déplacées, n'ont pas lieu d'être. Chantal Joanneau est donc appelée à respecter les consignes de Nicolas Sarkozy, rester unis et concentrés sur le second tour de l'élection présidentielle et accepter la stratégie du grand écart initiée par le président sortant. Et invité politique du 22h ce soir, conseiller spécial et plume de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Public Sénat. Vous venez de voir ce sujet. Est-ce que vous comprenez, Henri Guénaud, cet adame de certains au sein de la majorité qui s'inquiètent, disons, de l'insistance de Nicolas Sarkozy sur certains thèmes comme l'assistanat, l'immigration, la sécurité, l'identité? Non. Non, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir pour quiconque qui appartient aujourd'hui à la majorité. D'abord, ce sont des thèmes qui concernent tout le monde. Le problème est de savoir comment on en parle. Et je pense que Nicolas Sarkozy en parle en respectant tous les principes de la République. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est un homme d'État républicain, démocrate, parfaitement humaniste et respectueux de toutes les valeurs qui sont celles de la France. Donc c'est pour ces modérés qui seraient tentés de s'exprimer, vous leur conseillez de rentrer dans le rang? Non, mais tout le monde a le droit. Tout le monde, pas du tout. Moi, je confonds pas une famille politique avec un régiment. Dans un régiment, il faut rester dans le rang. Dans une famille politique, on a le droit de s'exprimer. Simplement, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. Donc, si certains s'inquiètent, je les rassure tout de suite. Il n'y aura pas d'excès ni d'outrance dans le discours de Nicolas Sarkozy. Il n'y aura pas d'excès, mais le discours prononcé à Longjumeau, vous l'avez sans doute écouté aujourd'hui, les mots, les références utilisées sont quand même très différents par rapport à ce qui avait été dit à la Concorde, hein, le discours dont vous êtes l'artisan. La République était au centre du discours à la Concorde, les valeurs avec des références historiques et littéraires très fortes, très parlantes, à Victor Hugo, à Aimé Césaire. On en est loin là. Pourquoi ? C'est le même ton, c'est la même tonalité. Qu'est-ce qu'il y avait de... Non, mais c'est pas au même endroit, c'est pas au même moment. Voilà, c'était un discours devant des militants, un discours de campagne. Dans une campagne d'entre-deux tours, vous pouvez refaire tout l'historique de l'entre-deux tours des présidentielles depuis 1965. C'est assez dur. Vous savez, c'est assez dur parce qu'il y a une dramatisation, une tension entre deux candidats. Pourquoi vous ne l'assumez pas? S'il y a une droitisation, c'est pas mais non, mais moi honteux. je suis parce que parce que moi d'abord je suis pas de droite, voilà, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, je suis pas du centre, je me fiche de ces catégories. Si on devait me coller une étiquette, je prendrais volontiers celle de gaulliste. La France c'est pas la droite, la France c'est pas la gauche. Je me reconnais parfaitement dans ce que fait Nicolas Sarkozy. Il n'y a aucune droitisation. Parler de l'immigration quand on en parle raisonnablement, c'est pas de la droitisation.
droitisation. Parler de la sécurité, c'est pas de la droitisation, ça concerne tout le monde, même les électeurs de la gauche. Voilà, tout le monde. Alors évidemment, il y a des gens, notamment à gauche aussi, qui vivent pas dans les quartiers qui sont menacés par l'insécurité, bon, où la vie est impossible. Alors évidemment, pour eux, c'est une découverte que l'insécurité puisse être un problème pour certains. Voilà, mais pour la plupart des Français, c'est pas une découverte, c'est un vrai sujet. Mais c'est aussi un vrai sujet, le pouvoir, sont aussi de vrais sujets, le pouvoir d'achat, l'emploi, le chômage, l'industrie. Un autre sujet dont on a un peu parlé, mais qui a été dit par Nicolas Sarkozy à Longjumeau aujourd'hui, il a répété une phrase qu'il avait dite, souvenez-vous, en Rigonnet en 2007, au Latran, puis le 3 mars dernier, c'était au Puy-en-Velay. Il a dit les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. Il a aussi souligné l'apport, justement, de ces racines à la civilisation. Pourquoi le rappeler maintenant? Il y a un danger pour cet héritage chrétien, un risque? D'abord, je ne vois pas pourquoi on ne rappellerait pas un fait. Un fait avéré, voilà, c'est vrai, les racines de la France sont chrétiennes, c'est pas un problème religieux, c'est un problème de civilisation. Bon, si vous allez en Égypte... Donc il y a un problème, vous le dites. Non, mais si vous allez en Égypte, vous direz les racines de l'Égypte, au-delà de l'Égypte des pharaons, sont des racines musulmanes, c'est la civilisation musulmane. Eh bien, en Europe, en France, c'est la civilisation chrétienne. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres apports, il l'a d'ailleurs toujours dit. Vous savez, il y a des gens qui étaient en France bien avant les chrétiens, par exemple les juifs, la communauté juive, il y avait des juifs avant qu'il y ait des chrétiens en France. Bon, non, mais vous n'allez pas me faire l'histoire, vous avez bien compris. Mais non, mais je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Oui, je pense que nous avons un problème de civilisation aujourd'hui. Nous sommes face à une crise de civilisation. Et dans une crise de civilisation, savoir qui l'on est, d'où l'on vient, est quelque chose de tout à fait nécessaire. Vous savez, quand on ne sait plus qui on est, d'où on vient, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à détester les autres. Parce que quand on se déteste soi-même, quand on ne sait plus qui on est, eh bien, on finit par avoir peur des autres et par se fermer aux autres. Donc je ne trouve pas du tout inutile, pas du tout droitier de rappeler d'où nous venons. Et bien, il faut bien comprendre que cette campagne présidentielle se déroule dans un contexte radicalement différent de toutes les autres, à un moment où l'Occident, l'Europe, la France traversent une crise extrêmement profonde, voilà, qui n'est pas qu'une crise économique et sociale, qui est aussi une crise culturelle, une crise d'identité, une crise de civilisation. Voilà pourquoi c'est sa place dans le discours politique. Vous ne le cachez pas. Vous répondez oui à ma question. Il y avait une menace. Oui, il y a une menace et une inquiétude, oui. Oui, il y a une menace, l'aplatissement du monde menace les identités, les cultures et les civilisations. Que répond-on à l'aplatissement du monde? Voilà. Les socialistes, Henri Guénaud, estiment que la victoire est à portée de main. Il y a une rumeur croissante comme une vague qui viendrait annoncer la victoire de François Hollande. Est-ce que vous la sentez monter, cette vague-ci? Oh, moi je sens pas trop monter les vagues, j'ai pas ce genre de prescience, d'intuition, vous savez. Moi, dans une campagne présidentielle, je me bats pour la cause qui est la mienne. Vous êtes un fidèle, vous êtes un soldat, mais est-ce qu'à droite tout le monde est mobilisé? Non, je suis pas un soldat, je suis quelqu'un d'engagé. Voilà. Est-ce qu'à droite tout le monde est mobilisé, tendu vers le second tour, ou est-ce que déjà certains pensent à l'après, Sarkozy peut-être? Écoutez, il faut poser la question aux uns et aux autres. Vous les côtoyez non, assez mais souvent bon, vous savez, entre mon travail à l'Élysée, plus les discours qui m'arrivent d'écrire, plus les rendez-vous médiatiques que j'ai, par exemple, avec vous ce soir, ça me laisse assez peu de temps pour m'occuper des états d'âme des autres. Je m'occupe des miens et c'est déjà bien suffisant. Mais vous avez le temps de répondre aussi aux actions des socialistes. François Hollande, qui après avoir refusé plusieurs débats à la télévision, a rejeté aujourd'hui l'idée d'un débat proposé par 4 grandes radios en France. Il veut respecter, dit-il, la tradition républicaine. Non, mais ça, c'est une blague. Vous qui êtes attaché aux traditions, c'est une blague. C'est un bon argument? Non, c'est un très mauvais argument. C'est une blague. En quoi cette histoire de débat fait partie de la tradition républicaine? Attendez, on refait l'histoire. La République, ça existe depuis... Combien il y avait de débats? Attendez, pour toutes la les République existe depuis 200 ans, madame. 200 ans. Bien. Bon, à peu près, à quelques interruptions près, ça a commencé avec la Révolution française. Et vous savez de quand ça date? Les débats, ça date de 74. Ça n'est pas une tradition, c'est une pratique. Bon, on a décidé un jour, on s'est levé, on a dit on va faire un débat. Pourquoi ce jour-là vous vous levez aujourd'hui, vous vous dites non, il en faut 2, 3, 4, comment en 74 on s'est levé, on a dit on va en faire un. Pourquoi on n'en ferait pas 3? Monsieur Hollande a trouvé très bien d'en faire 3 pendant les primaires socialistes. L'élection présidentielle mérite moins de débats que les primaires du Parti socialiste. C'est une drôle de conception de la nation et de la République. Dans toutes les grandes démocraties, on fait plusieurs débats, un sur la politique étrangère, un sur la politique intérieure, un sur la politique économique. Pourquoi pas? En quoi cela vous
bouleverse-t-il la tradition républicaine? Vous savez ce que c'est la tradition républicaine? C'est d'aller s'expliquer devant le peuple pour que le peuple puisse choisir en toute connaissance de cause. Mais pourquoi en 2007 vous vous êtes pas réveillé en vous disant pourquoi pas de débat? Parce que personne ne s'est réveillé à ce moment-là pour en faire deux, mais on aurait pu en faire réveil deux. tardif donc. Mais qu'est-ce qui vous fait croire quand même que ça peut faire que ça soit tardif? L'essentiel, c'est pas que ça soit tardif, c'est que ça soit une bonne idée ou pas. Qu'est-ce qui vous fait croire que Nicolas Sarkozy mettra KO François Hollande lors de ce ou de ces débats, alors que pendant un an, le candidat socialiste a montré qu'il a résisté au coup de boutoir et il a quand même montré sa solidité? Oui, il a montré sa solidité. En tout cas, il n'a pas montré qu'il suscitait une adhésion extraordinaire dans le pays. Nous verrons bien ce qu'il en sera au second tour. Deuxièmement, c'est pas un match. Il ne s'agit pas de mettre quelqu'un KO. C'est juste une explication. Ce sont des mots rapportés. Oui, mais ça, moi, je ne sais pas ce que vous les avez entendus. Non, je ne les ai pas entendus. Et si je les avais entendus, je me serais bouché les oreilles. Parce que pour moi, une élection présidentielle, c'est pas un match. C'est pas un match de boxe, c'est pas un match de catch. C'est encore moins un match de foot. C'est pas un match, c'est une explication devant les Français. Il s'agit de s'expliquer devant les Français. Un débat, ça sert pas à mettre KO son adversaire, ça sert à s'expliquer devant les Français, à leur permettre de choisir en toute connaissance de cause. Alors Henri Guénaud, la bataille du 1er mai est lancée. En appelant à un grand rassemblement pour fêter le vrai travail, Nicolas Sarkozy a provoqué l'ire des syndicats et de la gauche qui y voit une provocation. Le Parti socialiste prévient ce soir qu'il manifestera aux côtés des travailleurs dans les défilés des organisations syndicales. Le 1er mai s'annonce donc très très chaud. On voit tout cela ensemble. À la sortie de la réunion du groupe UMP ce matin et à quelques jours du 1er mai, la polémique enfle sur le rassemblement autour du vrai travail proposé par Nicolas Sarkozy. À droite, le vrai travail ne fait pas que des émules. Le travail est un sujet majeur. On ne va pas lui mettre un adjectif, c'est comme la laïcité. Mais le patron de l'UMP est venu battre le rappel des troupes au Sénat. Ce ne sera pas le discours de celui qui, comme M. Hollande, va défiler avec les banderoles de la CGT, mais plutôt celui d'un homme d'État responsable, par opposition à l'esprit d'assistanat, qui, il faut bien le dire, anime beaucoup la philosophie socialiste. Pour Jean-Pierre Raffarin, il faut se réapproprier la valeur travail. Personne n'est propriétaire, personne n'a l'exclusivité de la valeur travail. À gauche, on dénonce la stratégie du président candidat qui cherche à opposer vrai travail et assistanat. En 2007, déjà, il nous avait promis la défense de la valeur travail, le travailler plus pour gagner plus. Et je crois que les Français ne vont pas se faire avoir une seconde fois. En organisant un rassemblement le 1er mai autour du vrai travail, Nicolas Sarkozy entend faire concurrence aux manifestations syndicales tout en occupant le terrain face au Front National. Et nous accueillons Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. D'abord Henri Guénaud, votre réaction ce soir à cette information. Le PS annonce donc qu'il défilera aux côtés des travailleurs, dit-il, dans les cartages des organisations syndicales. Manuel Valls dit ce soir qu'il sera l'un des responsables présents. Votre réaction ? Ils ont le droit de défiler. Qu'ils défilent, non mais qu'ils défilent, ça n'appartient à personne le 1er mai. Bon, ils veulent aller défiler avec les syndicats. Bon, très bien, bon, on aura les partis socialistes et les syndicats défilant ensemble, mais sans doute est-ce une façon de politiser le syndicalisme. Après, il ne faut pas se plaindre qu'on critique les syndicats, puisqu'ils font de la politique. Mais je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'organiser une manifestation politique le 1er mai. Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi la droite, pourquoi ce que vous appelez la droite, une fois, elle existe, je ne l'appelle pas toute seule. Non, moi je déteste ce mot. Il existe des Français, voilà, qui vont, les uns vont voter pour M. Hollande, les autres pour M. Sarkozy. Je ne vois pas pourquoi les partisans de M. Sarkozy ne se réuniraient pas le 1er mai pour parler du travail. Voilà, vraiment, franchement, je ne comprends pas. Écoutez, Mme Ségolène Royal, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, il faut fermer les yeux et imaginer ce qui se serait passé si elle avait été élue. Elle n'a même pas compris qu'il y avait eu une crise. Qu'est-ce qui se serait passé ? Je trouve que ça serait intéressant, fermer les yeux et dites-vous, voilà, Madame Ségolène Royal, pendant la crise, quand elle parle du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a juste quelque chose d'énorme qui est oublié, c'est qu'il y a eu une crise. Elle ne sait même pas qu'il y a eu une crise. Voilà, et elle fait des commentaires sur le quinquennat. Tout ça, c'est l'écume des vagues des campagnes électorales. Vous êtes très philosophe ce soir, Jean-Louis Gombaud. Mais oui, vous savez, il y a une bataille du 1er mai. À qui appartient le 1er mai ? D'abord, je commencerai par une boutade. Ça appartient au calendrier. Donc, ça c'est vrai. Ça réconcilie tout le monde ce soir. Nous sommes d'accord. Donc ça appartient en quelque sorte à tout le monde. Le 1er mai, malheureusement, M. Guénaud évoquait tout à l'heure les racines chrétiennes de la civilisation européenne. Ce ne sont pas les seuls. Non, bien sûr, mais il y a des racines aussi
au 1er mai. Et celle-ci, une partie en tout cas du corps électoral ou syndical, demande qu'on les préserve également. Parce que le 1er mai, ça remonte à très très loin. C'est 1889, disons, qui c'est l'internationale socialiste déjà à l'époque, qui célèbre une manifestation qui s'est tristement terminée par des morts, le 1er mai 1886, où les syndicats américains militent pour la journée de 8 heures. Et l'armée tire sur ces gens-là, et l'internationale socialiste décrète qu'à partir de 1889, ça sera une journée internationale qui célébrera le combat des travailleurs. On l'a vu également en France, le 1er mai 1891, là aussi, manifestation ouvrière à fourmi dans le nord de la France. L'armée intervient, il y a des morts. Donc dans l'histoire du 1er mai, il y a des luttes sociales, il y a des organisations syndicales. L'Internationale socialiste a toujours été impliquée dans ce fameux 1er mai. Il y a également des conquêtes sociales. Le problème, c'est que M. Sarkozy, et on en vient justement au problème qui est posé, parle du vrai travail, et il a un problème avec tout ce qui est corps intermédiaire, tout ce qui est un peu syndicat, en tout cas syndicat français, et il a quelque part... Non, attendez. Certains syndicats qui défilent appellent clairement à battre Nicolas Sarkozy. C'est le cas de la CGT dans un communiqué. La CFDT, sans aller jusque-là, n'est pas plus tendre. S'il est réélu, mais comment va-t-il travailler avec ces syndicats? Au monde où les syndicats font de la politique, bon, très bien. Ils ne sont plus indépendants aujourd'hui. Ça, c'est sûrement Ils ne sont plus indépendants. Non, mais ils font de la politique. Ils ne sont plus indépendants. Ils font de la politique. On ne peut être indépendant en faisant de la politique. Ils font de la politique. Ils ne font pas du syndicalisme. Là, ils font de la politique. La CGT fait de la politique. Elle se manifeste dans cette campagne comme un parti politique. Elle est la seule à appeler à battre M. Sarkozy. Les autres syndicats n'ont pas pris position pour la présidentielle. Enfin, ils ne sont pas très tendres. Oui, voilà. Ils prennent des positions dont la plupart d'entre eux sont membres les principaux responsables de ces syndicats sont membres du Parti Socialiste. Ils agissent comme des membres du Parti Socialiste. Il ne faut pas s'étonner qu'on les critique. Ça, c'est un premier débat. Quand on rentre dans une campagne politique, eh bien, on est considéré comme des partis politiques et donc on subit les critiques que subissent les partis politiques. C'est normal. Vous attaquez, on vous attaque. Vous critiquez, on vous critique. C'est tout à fait normal. Bon. Deuxièmement, le problème des corps intermédiaires dans la société. M. Sarkozy n'a pas de problème particulier avec les corps intermédiaires. Il a parfaitement travaillé avec eux. Il veut juste les zapper par référendum. Il est parfaitement... Oui, mais ça, on va y revenir. Ça, il est parfaitement conscient que pour qu'une société fonctionne, il faut des corps intermédiaires. Voilà, dans une démocratie, il faut à la fois de la souveraineté populaire et il faut de la démocratie représentative. Il faut des syndicats, il faut des organisations professionnelles, il faut le moins possible, à mon avis, des autorités indépendantes. Il faut surtout parler avec eux, Henri. Parce qu'ils soient là, c'est une évidence. Mais pendant 5 ans, n'a-t-on pas parlé avec les syndicats? Mais c'est une blague. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Le nombre de réunions, d'entretiens auxquels j'ai assisté entre le président de la République et les responsables des formations syndicales. Parler, oui, mais les écouter, disent-ils. Non, mais les écouter aussi, ça va. Mais oui, mais on n'est pas obligé de faire la politique des syndicats. Je vous rappelle qu'on est dans une démocratie, les Français votent, ils donnent un mandat à un président de la République qui désigne un gouvernement responsable devant le Parlement, etc. Bon, tout ça est tout à fait légitime. Ce ne sont pas les syndicats qui font la politique de la nation. Ils participent à l'élaboration de cette politique, mais ils ne la font pas. Encore un mot, il s'agit quoi? Il s'agit de rééquilibrer simplement le pouvoir des corps intermédiaires par rapport à la volonté du peuple, à la souveraineté du peuple. C'est une vieille histoire, c'est toute l'histoire de France. Je répète ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire sur d'autres plateaux. Vous souvenez-vous de ce que disait le général de Gaulle? Il disait: les féodalités n'aiment rien moins qu'un État qui fasse réellement son métier et qui par conséquent les domine. Et il rajoutait: aujourd'hui, les féodalités ne sont plus dans les donjons, elles sont dans les syndicats, dans les partis, dans certains intérêts économiques, etc. Bon, ben voilà, c'est exactement le même problème. Quand il a voulu faire élire le président de la République au suffrage universel en 1962, bien, les corps intermédiaires s'y sont violemment opposés parce que trouvaient indécent que le peuple se mêle de l'élection du président de la République. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un référendum. Sur la situation. Il a fait un référendum. Le référendum, c'est tout à fait démocratique et tout à fait républicain. En Europe qui se complique, voilà. Récession en Grèce avec le PIB qui chute de 5% en 2012. En Espagne aussi, situation très compliquée. Dans ce contexte, le 6 mai passé, le 7 mai, le président de la République élu va se retrouver face à quoi? Il va se retrouver face à la poursuite, aux conséquences des crises que nous avons vécues depuis 4 ans en Europe et dans le monde. Et donc le 6 mai, ça doit être le choix entre quelle France et quelle France selon vous? Le 6 mai, les Français vont choisir celui qui leur semble le plus capable de les conduire au milieu des épreuves qui les attendent. Voilà. Il va falloir changer les règles de la mondialisation, changer l'Europe, parce que sinon on ne s'en sortira pas.
qui est le plus capable de changer les règles de la mondialisation, les règles de l'Europe. Parce que moi, je pense que Nicolas Sarkozy a fait la preuve qu'il était capable de faire bouger les lignes, qu'il avait l'énergie, l'intelligence, la vision de l'avenir qui lui permettait d'avoir une chance de réussir. Et je le dis très clairement, si nous ne réussissons pas, si la France n'arrive pas à faire bouger ses partenaires, alors nous allons tout droit à la catastrophe. Et nous referons le chemin... lui ou le chaos, merci. Non, nous referons le chemin des années 30, parce que si on ne fait pas bouger, je n'ai pas dit le cas... les années 30, c'est pas... Non, mais c'est pas ça. Si nous n'y parvenons pas, quel que soit le président qui dirigera la France pendant les 5 prochaines années, si nous n'y parvenons pas, alors nous allons à la catastrophe. Lequel est le mieux capable d'y parvenir? Eh bien, le candidat que je soutiens, sinon je ne le soutiendrai, Merci beaucoup Henri Guénaud d'avoir été notre invité politique ce soir. Merci Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite du 22h avec notre série Route de campagne, comme chaque soir. Et nous sommes toujours ce soir dans le Limousin, précisément sur le plateau de Millevaches. Vous connaissez? Vous êtes déjà allé? Oui. Alors la présidentielle vue de cette région, on découvre tout cela avec Thomas Raguet et Paul Bouffard. La Courtine, 871 habitants. En 20 ans, le village a perdu près de 200 personnes et l'activité économique s'y fait rare. Même si la participation a été forte au premier tour, cette campagne-là se sent un peu éloignée de la campagne présidentielle. Je pense que les campagnes et les personnes âgées ou n'importe quoi sont laissées un peu de côté, donc voilà. Enfin, ça se voit à la Courtine, enfin, c'est devenu un désert. Ici, on a voté comme le reste de la France au premier tour. Pour le 6 mai prochain, certains hésitent encore. Je vais écouter encore à ce qu'ils disent, mais enfin, je veux dire, comme Hollande n'a jamais été Premier ministre ni rien, il se retrouve président. Donc. Ouais. Il ne se laisse pas trop bercer par les illusions ou les promesses données. On sent une petite désaffection vis-à-vis de la politique. Un peu plus loin, rencontre avec Michel Luquet, le plus gros employeur du village. Malgré la crise, il peine à embaucher 15 personnes pour développer son activité. La présidentielle, il n'en attend rien. Il n'ira pas plus voter au second tour qu'au premier. Parce que je ne pense pas que la solution, elle est finalement sur un homme, sur une personne, quoi. La solution, c'est que tous ensemble, on puisse aller de l'avant, apprendre aux gens les valeurs du travail. Et ça, je trouve que ça se perd beaucoup chez les jeunes. À quelques kilomètres de là, Joigny Chatou a repris l'exploitation agricole de ses parents il y a maintenant une dizaine d'années. Hollande ou Sarkozy, ils ne s'inquiètent pas trop quant aux conséquences pour les agriculteurs. La profession agricole n'est pas dupe, quoi. C'est très bien que la politique agricole, c'est quelque chose de très important et que même si c'est le PS, ils ne peuvent pas faire autrement que d'en tenir compte, quoi. Quant à son vote, le 6 mai prochain, il a déjà choisi. Moi, je voterai blanc. Vous voterez blanc? Ouais. Je voterai blanc, j'ai voté Mélenchon au premier tour. Et je voterai blanc au second parce que je pense que Hollande est tenu par son parti politique, qui est un parti de petits élus, de fonctionnaires, et très conservateur. Avec près de 83% de participation au premier tour, le département de la Creuse compte bien faire entendre sa voix, bien qu'il ait été le moins visité par les candidats. Voilà pour ce reportage et nous sommes justement en duplex avec notre journaliste Thomas Raguet au cœur de la Creuse. Thomas, est-ce qu'on se sent bien concerné par les thèmes de cette campagne? Bonsoir Sonia, eh bien, écoutez, je me trouve toujours sur l'exploitation de Joigny Chatou, entouré de ces vaches limousines dans ce département de la Creuse. La Creuse, l'un des départements les moins peuplés de France après la Lozère, mais dont les habitants sont bien décidés à se faire entendre dans le cadre de cette élection présidentielle. Dimanche dernier, ils ont été plus nombreux que la moyenne nationale à se déplacer. Alors les problématiques qu'ils rencontrent sont de plusieurs types. Ce qui les inquiète beaucoup, c'est la désertification de leur territoire. Ils ont envie de le faire vivre, ce territoire. Et à la Courtine, où nous étions aujourd'hui, il y a actuellement 2 classes de maternelle et l'une d'entre elles va fermer en septembre. Cela inquiète beaucoup les habitants qui ont peur que cela rebute des gens à venir s'installer, voire que cela provoque de nouveaux départs. Par ailleurs, sur le plan économique, vous l'avez vu avec cet entrepreneur, il est très difficile de trouver de nouveaux salariés. La plupart viennent de très loin, parfois 80 km aller-retour. Et même s'ils pratiquent le covoiturage, au prix actuel du carburant, cela devient un réel problème. Alors, ce sont autant de problématiques sur lesquelles les Creusois ont envie d'être entendus par les candidats et qui motiveront certainement leur vote le 6 mai prochain. Merci beaucoup Thomas et on se retrouve demain donc pour ce rendez-vous sur les routes de France. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite votre émission politique Preuve par 3. L'invité Ségolène Royal. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. À demain avec plaisir.
Ségolène Royal est l'invitée du premier Preuve par 3 de l'entre-deux tours sur Public Sénat. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes fortement engagée dans cette campagne, 5 ans après la précédente, mais comme candidate, on s'en souvient, vos conseils donc pour aborder le débat télévisé face à Nicolas Sarkozy seront certainement utiles à François Hollande. Christine Pouget de l'agence France Presse vous interrogera notamment sur cette question dans un instant. Et puis ce sera le tour de Perrine Tarnaud de Public Sénat. Et les téléspectateurs peuvent réagir en direct à cette émission, Ségolène Royal. Ils peuvent même vous poser des questions grâce à l'application TV Check de notre partenaire Orange. Participative. Voilà, c'est une émission participative, interactive. Formidable. On va d'abord parler ensemble de la chasse aux électeurs de Marine Le Pen et de François Bayrou. On ne les oublie pas, ceux-là non plus. Nicolas Sarkozy a déclaré que la présidente du Front National est compatible avec la République. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cela? D'abord, si vous le permettez, le mot chasse ne me paraît pas tout à fait opportun. Car notre préoccupation et la préoccupation du candidat socialiste de François Hollande, c'est de répondre aux problèmes des gens. Donc les gens se sont exprimés au cours de ce premier tour. Et comme dans toute démocratie, il est légitime de regarder les votes et de répondre en rassemblant le plus grand nombre possible de Français. En séduisant donc les électeurs du premier tour, du Front National et du Modem. En les convainquant, bien sûr. En leur disant que, au fond, s'il faut choisir entre la peur et l'espoir, il faut choisir l'espoir. D'accord. Alors vous allez nous dire quelles sont vos solutions, mais sur le jugement qui a été apporté par le président candidat sur la présidente, qu'il la trouve donc, c'est vrai qu'elle a été présidente à l'élection, qu'il la trouve compatible avec la République. Vous diriez la même chose? Non, je ne dirais pas la même chose, parce que je crois qu'il faut rester extrêmement ferme et clair sur les valeurs républicaines. En revanche, je considère qu'elle n'est pas propriétaire des voix qui se sont portées sur elle. Pourquoi? Parce que dans ces électeurs qui se sont portés sur elle, il y a des électeurs qui ont été cruellement trahis par Nicolas Sarkozy, notamment lorsqu'il a parlé de la valeur travail, et qu'il a fait tout le contraire, puisque ce sont finalement 5 années au profit du capital qui se sont développées. Et parmi ces électeurs, il y en a aussi venus de la gauche, d'ailleurs François Hollande le dit. J'allais venir, et il y a une partie des électeurs qui sont venus de la gauche, parce que ce sont des électeurs qui ont le sentiment de dévisser. C'est-à-dire qui subissent la crise économique de plein fouet, la précarité, les insécurités de toutes sortes, et ceux-là ont exprimé leur désarroi, leur détresse, et c'est cela que nous devons entendre. Et aujourd'hui, selon vous, comment la gauche pourrait leur manifester plus de considération, sachant que Nicolas Sarkozy annonce bien des mesures spécifiques pour eux? Il est trop tard pour annoncer des mesures spécifiques comme ça à 3 jours d'une élection. Ces électeurs en détresse, nous en avons tenu compte, nous les avons écoutés.